Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la team. Bonjour tout le monde et bon week-end. Pardon. Je suis la servante du Seigneur. Je vais raconter une histoire. Mais avant tout, je vous demanderai s'il vous plaît de liker, de partager et de commenter. DMG TV, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de... Je vais l'intituler un corps sans tête. Un corps sans tête. C'est l'histoire d'une ancienne camarade. On a été à l'école primaire ensemble. Après l'école primaire, on s'est perdu de vue. Elle était de son côté, j'étais du mien. Elle a été à l'internat. Moi, je fréquentais à Yaoundé à l'époque. Après, elle se retrouve à l'internat avec une amie. On a été au lycée technique ensemble. Elles ont donc organisé, comment dirais-je, une réunion des anciens de leur lycée, de l'internat. Elles faisaient leur réunion. Bon, cette fille, mon amie, celle du lycée technique, je me parlais d'elle tout le temps. Je lui disais oui, mais je connais très bien, on a été à l'école primaire ensemble. Un jour, elles avaient, après des années, un jour, c'est elle qui recevait et elle habitait la même maison. Elle habitait louée avec une dame qui a voyagé pour l'Europe. Les rumeurs couraient que, bon, elles sont mariées femmes, même comme c'est pas légalisé chez nous au Cameroun. Excusez-moi, c'est pas mon problème, c'est pas de ça que je voulais parler. Alors, un jour, ils avaient réunion et c'est elle qui recevait. Et dans cette réunion, il était interdit de boire pendant la réunion parce que de peur que les uns les autres commencent à faire le désordre. On leur disait de boire après la réunion. Quand on finit de faire la réunion, on n'a pas des choses sérieuses. Là, on peut sortir à boire et puis à manger. En attendant, servir à manger. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Elle a demandé que tout le monde boive, quoi. Que tout le monde boive, parce que c'était son anniversaire. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Donc, les gens buvaient en mangeant. Et c'était la fête. Après, sa copine qui vivait avec elle sort de la chambre. Elle leur présente sa copine. Elle dit oui, c'est avec elle que je vis. Bon, elle est en Europe, elle est arrivée. Bref, ils ont fêté. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont vraiment festoyé. C'était la fête. Après, comme c'est elle était parmi celles qui étaient véhiculées. Elle a pu déposer tout le monde qu'elle pouvait déposer et tout le monde est parti. Quand elle est rentrée de chez elle, elle rentrait de là où elle a déposé, elle rentrait chez elle. Elle a fait un accident. Elle a cogné un mur. Sa tête s'est coupée. On a vu l'autre partie du corps, la tête était coupée. Les cheveux d'un côté, les dents de l'autre côté, bref.
La nouvelle est accourue. On est venu, on a pris le corps, on a mis à la morgue. Bien évidemment, on ne pouvait pas recoller les morceaux de la tête. On a pris ce qu'on prenait. Et des gens qui passaient de temps en temps disaient, ben oui, c'est ici qui a eu cet l'accident. Ah voilà, on a vu le cheveu, on a vu ci, on a vu ça. Un jour, pendant qu'elle était à la morgue, une de ses sœurs a rêvé d'elle, lui disant que je souffre là où je suis là, je n'ai pas de dents, je n'ai pas de cheveux, s'il te plaît, si tu peux aller là où j'ai fait l'accident, au moins ramasser mes dents à tel niveau. Les dents sont à tel niveau. Elle est partie, cette dernière est partie. Et comme on lui avait indiqué, elle a pu retrouver les dents. Elle a pris les dents, elle a porté chez elle. Elle attendait la levée de corps. Une levée de corps, tout le monde disait, je vais aller voir le corps. La levée de corps d'un corps sans tête. Mais moi, malheureusement, je prêtais là. Je ne sais pas comment on a présenté le corps, où on a même pu ouvrir le cercle, je ne sais pas. Et les rumeurs, que ne dit-on pas, les rumeurs couraient qu'elle était dans des choses pas bien. Et il fallait qu'elle parte, raison pour laquelle elle est partie seule. Il fallait qu'elle dépose tout le monde. Elle devait mourir seule. Il ne fallait pas qu'elle ait avec quelqu'un. Bon, c'était une fille, je ne vais pas avoir une mauvaise langue, bon, elle a évolué, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, et voilà. Comme quoi, faut jamais envier des gens. Tel est grand, tel a des voitures, tel est ci, on ne sait pas ce que la personne a fait. Pourquoi la personne est devenue comme ça? Comment elle a pu faire? Pourquoi a-t-elle organisé ce truc? Elle demandait à tout le monde de boire, de fêter. Est-ce qu'elle savait que c'était son dernier jour? On ne sait pas. Est-ce qu'elle savait qu'elle mourrait parce que c'est pour ça qu'elle a préféré aller déposer et partir seule faire son assistant? On ne sait pas. Mais on sait que ce que je retiens, c'est que elle était seule dans la voiture après avoir déposé tout le monde en rentrant. Elle était seule. Elle a fait son accident. Elle est décédée. Voilà. Bon, d'aucuns vont trouver que c'est pas mystique, mais moi je crois que c'est mystique. Merci DMG. Likez, partagez, commentez. Voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Vraiment belle photo de profil déjà. J'étais abonnée à ta chaîne. Bon, je suis abonnée, ça va faire 2 ans. Mais il y a 2 ans de cela, j'étais enceinte. Donc, à force d'écouter des histoires mystiques, j'ai pris peur. Et bon, voilà, les femmes enceintes, on comprend. Du coup, j'avais arrêté. Et là, je pense aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo, voilà, une émission. Et puis, ça m'a intéressée. J'ai écouté et puis, c'est très édifiant. Et j'aimerais partager aussi une histoire qui pourrait édifier. Voilà. Donc, peut-être par mon accent, on pourra savoir de quel pays j'interviens parce que dans notre pays, on a des signes qui ne trompent pas. Mais je préfère taire le pays. Donc, aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais je suis quelqu'un j'ai connu ma mère, j'avais 24 ans. Parce que ma mère, depuis bébé, elle m'a abandonnée dans une famille. En tout cas, bref, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre histoire. Et quand j'ai retrouvé ma mère à l'âge de 24 ans, et mes petits frères aussi, parce que je suis la deuxième du ventre de ma mère, j'ai décidé de renouer le contact avec eux. Donc, j'ai décidé de renouer le contact avec eux. Et voilà, chemin faisant, je travaillais dans une grande entreprise quand même de la place. Et j'ai décidé de prendre ma petite sœur, donc l'avant-dernière de ma mère, sans savoir que c'était une petite qui était vraiment beaucoup chargée. Et pour information, moi, où j'ai grandi, donc chez la grande sœur de mon père,
Je ne savais pas que la sorcellerie existait en fait. Donc en grandissant, j'ai jamais entendu parler de sorcellerie. On n'est jamais allé chez des marabouts. Nous, c'était l'église catholique, le chapelet en fait. Et puis on a grandi au milieu des blancs, des trucs comme ça. Donc pour nous, tout ce qui était sorcellerie, c'était de la superstition. C'était en tout cas des idées reçues. Je n'y croyais pas. Donc c'est avec ma petite sœur là que je peux dire que j'ai eu le baptême de la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'avec elle, j'ai vu que ma vie commençait vraiment à dégringoler dès qu'elle est rentrée dans ma vie. Euh, Franchement, plus rien n'allait. Mais donc déjà, vraiment la petite, quand on voyait la petite, très belle petite fille, vraiment douce, jolie, même sa façon de parler, c'est le genre de petite que tout le monde vraiment pouvait apprécier. Et j'avais pas fait le rapport déjà, on peut dire, de la dégringolade de ma vie avec son arrivée dans ma vie. Donc, voilà, je pense qu'avec elle, j'ai eu 2 emplois que j'ai également perdus. Mais vraiment, tout ce que j'avais dans la maison, tout se cassait. Dès que j'achetais un nouveau miroir, elle a cassé. J'avais plus rien. Tout ce que j'avais plus que du plastique dans la maison. Mais j'avais pas fait le rapport en fait. J'avais plus que du plastique, mais tout se cassait dans sa main, fer à repasser, vraiment tout. Et c'est comme ça qu'un jour, plus que j'avais plus de boulot, vraiment, j'étais vraiment au bas de la vallée. Donc, où je priais, il y avait une petite chambre derrière l'église où je priais. On a demandé à l'homme de Dieu si on pouvait venir rester là. Donc, j'étais moi avec 2 de mes enfants, la fille et le garçon. Et c'est comme ça qu'on est allé habiter là-bas le temps de se remettre et tout. Et en allant aller habiter à l'église, c'est sûr que cet esprit-là commençait déjà en fait à être un peu trop chaud. Et il m'arrivait souvent que quand je suis à côté de la petite, vraiment, j'avais toujours comme un sentiment qu'il y avait une troisième personne qui va être dégagée, quelque chose de bizarre, de malsain, je sais pas, mais je ne faisais pas le rapport. À chaque fois, je lui disais, mais pourquoi tu es bizarre, toi? Elle dit, non, mais tu es bizarre. Bref, c'est comme ça que un jour, en tout cas, franchement, elle m'a fait vivre vraiment un enfer total. C'était le genre de petite à l'église, elle va raconter n'importe quoi sur toi. En tout cas, elle va monter tout le monde contre toi, mais de façon vraiment très subtile, sans que tu ne te rendes compte. Et c'est la petite aimée, la petite adorée de tout le monde. Tout le monde veut la voir et tout. Mais moi, j'étais vraiment celle qui était toujours sur elle, lui crier dessus parce que il n'y a que moi qui voulais, voyez peut-être son côté tordu en fait en tant qu'enfant. Donc, je faisais son éducation, c'était vraiment pas facile. Et un jour, comme ça, j'étais en train de dormir et je fais un rêve. Et dans le rêve, on me dit, il y a un monsieur qui me dit, est-ce que tu sais pourquoi tout le monde adore, le mot c'était ça, adore ta petite sœur. Je lui dis non, pourquoi? Il dit non, parce qu'elle a une déesse en elle. Et je me suis réveillée. Je dis, elle a une déesse en elle. Ok. Bon, moi, très pointueuse et tout. C'est pour ça que je prends l'enfant vraiment par les sentiments parce que je sais que dans la Bible, étant croyante moi-même, je sais que la Bible dit que l'amour, vraiment, c'est l'amour qui défie tous les démons. Donc, j'ai dit un jour que j'essaie de prendre l'enfant là par l'amour, que j'arrête un peu de la gronder. Donc, j'essaie de commencer par la prendre par amour et tout, lui parler un peu de moi et tout ça là, vraiment par amour et tout. Et je lui ai dit que non, mais j'ai fait un rêve. Et la dernière fois, on m'a dit que non, tu as une déesse. Est-ce que c'est vrai? Et l'enfant me dit oui, maman, c'est vrai. Parce qu'elle m'appelait maman. Oui, maman, c'est vrai. Vraiment, je tombe des nues. Oui, maman, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Franchement, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein. Je lui ai demandé, est-ce que tu te rappelles le nom de cette déesse? Non, voilà, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux me dire comment tu as eu cette déesse-là? Comment elle est venue en toi? Elle me dit, oui, je peux te raconter. C'est comme ça qu'elle me raconte une scène qui s'est passée dans la ville là où elle a grandi, une scène avec des bougies et puis des copines à l'école et tout, c'est une copine. En tout cas, bref, cette scène, c'était même du n'importe quoi parce que c'est une scène où, en fait, effectivement, elle avait atteint un niveau où elle, on peut dire, elle initiait ou bien elle envoûtait les autres, en fait. Donc, elle me racontait une scène que elle-même ou, bref. Et, j'ai l'idée de lui demander c'est quoi le nom de cette chose qui est en toi. Est-ce qu'elle parle avec toi? Elle me dit oui, elle parle avec moi. Elle parle avec moi. Quand elle vient, elle me parle. Je lui dis, est-ce que tu connais son nom? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu peux me dire son nom? Elle dit non, je ne peux pas. Je lui dis pourquoi? Après, je lui dis, bon, écris-moi son nom. Et elle a écrit son nom. Je vous assure que le jour qu'elle a écrit son nom,
En fait, je vous passe les détails, parce que c'est une histoire longue, qui peut prendre même les 1 heure de l'émission. Le jour qu'elle a écrit, quand elle a écrit le nom de cet esprit-là, l'enfant a commencé à changer. En fait, les yeux ont commencé à tourner dans tous les sens. À tourner dans tous les sens. Et j'ai commencé à sentir une frayeur. C'était la première fois pour moi de vivre ce qu'on appelle le mystique ou le mysticisme, vraiment. C'était un baptême de feu. Les yeux dans tous les sens. Elle commence à me dire, maman, elle est là. Elle est là, elle est là. Dès qu'elle dit, elle est là, bam, la chose prend possession du corps de l'enfant. Elle a commencé à crier. Qui t'a dit de dire mon nom? Qui t'a dit de dire mon nom? Fallait pas dire mon nom, fallait pas dire. Donc elle parlait, fallait pas dire mon nom, elle me regarde. Elle dit, tout ce que je fais ici, il faut que tu la fous dehors. Pourquoi tu ne la fous pas dehors? Tout ce que je fais. En fait, elle me faisait vivre vraiment des misères pour me pousser en fait à chasser l'enfant. Tout ce que je fais ici, pourquoi tu ne la mets pas dehors? Pourquoi? Tu verras ce que je vais faire d'elle. Tu verras ce que je vais faire d'elle. Je ferai d'elle ce que j'ai fait de votre grande sœur. Et la première fille de ma mère, elle, par contre, elle a fait des crises de folie. Je ferai d'elle ce que j'ai fait de votre grande sœur. Elle a commencé. Et l'enfant a commencé à se déshabiller. Elle a commencé à enlever son haut. Et là où on dormait, derrière l'église, c'était vraiment une petite pièce. Et je vous dis qu'il y a une voix en moi qui me dit, il était vers les 20 heures, en tout cas il faisait tard, il faisait nuit, que si cet enfant sort, c'est fini, tu ne pourras plus rattraper, c'est la folie sur elle. J'ai pris mon courage à 2 mains. Elle s'est déshabillée, elle se dirigeait vers la porte pour ouvrir la porte. J'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai attrapée. J'ai fermé la porte à clé, j'ai enlevé la clé, je suis rentrée. Comme il y avait un couloir, dans le couloir, j'ai pris le dernier parce que j'étais seulement avec le dernier ce jour-là. J'ai pris le dernier, on s'est enfermé dans le couloir. Elle est restée à cogner, 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 cogner. Faites la sortie d'ici, faites la sortie d'ici, faites la sortie ici. Il fallait pas qu'elle dise mon nom, fallait pas. Elle criait dans tous les sens. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait un combat en elle parce que 2 personnes parlaient. Elle est à moi, non, elle est à moi, non, elle est à moi, non, elle est à moi, non. Franchement, je n'avais jamais vécu ça. Et j'étais là attentive à écouter tout ce qui se passe. Et subitement, j'ai entendu une explosion dans le toit. Et peut-être il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de tonnerre, mais une explosion dans le toit. Genre un boum. Et après, silence total. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Silence total. Et c'est comme ça que j'ai ouvert maintenant la porte pour voir et tout. La petite était là, elle était là, elle se disait, qu'elle était en train de pleurer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je lui ai expliqué la situation. Et j'ai commencé à la voir d'un mauvais œil. Et le lendemain, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, donc toi, tout ce temps, tu as un esprit avec toi. Tu sais qu'on vient à l'église, on fait les délivrances et tout. Et toi, tu ne parles pas de ça. Parle-moi de cet esprit. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me parler de cet esprit. À me dire que oui, c'est un esprit. Quand elle a besoin d'elle, elle appelle. Quand elle veut que les gens l'aiment, elle appelle. Quand elle a beaucoup Parce que cet enfant avait souvent une force que je ne comprenais pas. Elle pouvait te faire une vaisselle de... Je ne sais pas combien d'assiettes à laver. Elle était comme infatigable. Et c'est ce qui faisait que les gens l'aimaient, en fait. C'est ce qui faisait que les gens l'aimaient. Donc, elle me dit, oui, c'est cet esprit, maître, quand je suis fatiguée, je l'appelle. En fait, elle est en moi, c'est une femme. Et toi, elle a commencé à me parler d'elle. Et j'étais vraiment choquée. Une fille elle avait quoi? Peut-être 14 ans ou 15 ans. J'étais là, j'étais choquée. Et je lui ai posé la question, ah bon, j'ai dit, d'après toi, cet esprit, tu trouves que c'est une bonne chose? Elle me dit, je trouve que c'est une bonne chose. Je dis, pourquoi? Elle dit, ben, parce que elle emmène, elle fait en sorte que tout le monde m'aime. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. J'ai dit, et maintenant, qu'est-ce que tu déplores dans cet esprit? Elle me dit, non, ce que je déplore dans l'esprit, là, c'est que non, elle n'a jamais fait en sorte que toi, tu m'aimes. Je dis, elle n'a jamais fait en sorte que moi, je t'aime. Je dis, ben, vous savez pas alors, c'est quoi l'amour? Je dis, toi, tu sais tout le mal que tu m'as fait ici avec ton esprit, là, non? Elle me dit, oh oui. J'ai dit, et si je t'aimais, parce que je t'aurais gardé à mes côtés. Donc, en tout cas, l'histoire est longue, je préfère m'arrêter là. J'aurais, rien que par mon enfance, le fait que ma mère m'ait abandonnée, j'ai vécu beaucoup de trucs qui, jusqu'à présent, je me pose des questions si elles sont normales ou pas. J'aurai peut-être l'occasion de présenter encore certaines de mes histoires ici pour avoir des conseils parce que jusqu'à présent, j'ai des questions auxquelles je n'arrive pas à trouver des solutions. Merci et bonne continuité. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonsoir DMJ. Je suis un abonné de ta page YouTube. Je vais essayer de raconter
Une situation que j'ai vécue entre 2013 et 2014. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Ça s'est passé en fait dans un quartier de Libreville, précisément en Zion. Donc, nous sommes allés louer une maison en Zion euh, avec des parents. Et puis, bon, au début, tout se passait bien dans la maison et tout. Et à cette époque-là, on avait de l'eau dans la maison. Mais sauf que parfois, des soirs, on entendait un peu de bruit. Tu dors, tu as l'impression comme s'il y avait quelqu'un qui marchait dans la maison et tout et tout. Et après un certain temps, on n'avait plus d'eau dans la maison. En fait, l'eau venait qu'à partir de 1 heure jusqu'à 3 heures ou 4 heures du matin, comme ça. Et puis, bon, moi, comme ce jour-là, je n'avais pas cours le lendemain. Donc, j'ai décidé de veiller la nuit pour attendre de l'eau et par la suite remplir les fûts et les bidons qu'on avait dans la maison. Et donc, je me suis mis à remplir les fûts, à remplir les bidons. D'abord, j'ai rempli les bidons. J'ai fait rentrer les bidons dans la maison et j'ai laissé le tuyau dans les fûts, dans le fût pour que ça remplisse le fût. C'est comme ça que j'ai laissé la porte du salon ouverte puisque les fûts étaient devant la terrasse. J'ai laissé la porte centrale ouverte et je me suis allongé sur un canapé. Je suivais la télé en attendant que le fût se remplisse et puis je ferme toute la maison et que j'aille dormir. Donc c'est comme ça, étant sur le canapé en train de regarder la télé, je ressens comme une main qui me serre au niveau du cou, en fait, qui veut m'étouffer, quoi. La main veut m'étrangler. La main m'étrangle. Mais je ne vois pas la main. Ça me serre le cou, c'est que je ne peux pas parler. Je ne peux pas bouger. J'essaie de me débattre. J'essaie de crier, mais la voix ne sort pas. Mais je suis là immobilisé sur le canapé. Je ne peux même pas me lever. J'ai été dans cette situation au moins pendant 3-4 minutes par là. J'essayais de crier, je me débattais et tout, mais rien. La voix ne sortait pas. J'étais bloqué sur le canapé, tout ça. J'étais bloqué sur le canapé. Et c'est après ça, donc j'ai décidé d'arrêter même de puiser de l'eau. J'ai fait rentrer les quelques bidons qui étaient dehors. Et j'ai laissé le fût à demi plein. Et j'ai fermé la maison et je suis allé dormir. Mais même là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil jusqu'au petit matin. Parce que c'était vraiment quelque chose d'étrange. Donc, quelques jours après, je bavardais avec une de mes voisines et tout. J'ai essayé de lui raconter la situation que j'ai vécue. Que bon, j'étais en train de puiser de l'eau. Il faisait entre 1 heure et 2 heures du matin par là. Et puis, étant allongé sur le canapé, il y a comme une main qui m'étranglait, qui me serrait le cou. Et lorsque je me débattais, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais même pas crier parce que la voix ne sortait pas. J'étais immobilisé sur le canapé. J'avais les yeux ouverts et tout ça, la mairie. C'est comme ça qu'elle me dit, ah, au fait, on ne vous a pas expliqué? J'ai dit, expliquer quoi? Elle me dit, il y a quelques temps, il y a quelques années, en arrière, il y a un monsieur qui louait dans la maison où nous étions à cette époque. Et le monsieur a été tombé gravement malade. Donc, à la suite de la maladie, il est décédé dans la maison là. Donc, son esprit était là, ça tournait dans la maison. Ce qui faisait que même les locataires qui sont venus avant nous, donc les locataires que nous on a remplacés, ils n'ont pas pu rester là longtemps parce que l'esprit du monsieur les perturbait dans la maison. Parfois, tu dors, tu entends comme des pas au couloir, comme s'il y avait des gens qui se baladaient au milieu de la nuit. Or, il n'y a personne dans la maison. Donc, elle m'expliquait ça que non, voilà, le, le monsieur, elle m'expliquait que bon, le monsieur est décédé. Et puis, donc, les locataires qui étaient là, euh, l'esprit du monsieur a perturbé d'abord les premiers locataires qui étaient là avant nous. Juste après son décès, là, les locataires sont partis. Et maintenant, nous, comme nous sommes arrivés,
On ne nous a pas raconté ça parce que son esprit faisait fuir les locataires de la maison. Le bailleur nous a caché ça, qu'il y avait quelqu'un qui était décédé à la maison et puis bon, ça faisait fuir les locataires de la maison. Et elle me disait que la maison là est hantée, sauf que le bailleur n'a pas été honnête pour vous le dire. Parce que c'est souvent comme ça, les gens qui sont là, qui étaient là, la famille qui était là, eux, ils ont vécu beaucoup de choses étranges, ils ont dû partir et laisser la maison comme ça. Et vous, quand vous êtes arrivé, il ne vous a pas dit exactement l'histoire de la maison et tout. Donc, c'était un peu ça mon histoire. La maison dans laquelle on vivait, elle était hantée et tout, quoi. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Hello la communauté, hello, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je me porte bien. Voilà, je vais faire un coucou comme d'habitude à toutes les personnes qui partagent et like, tous les conteurs d'histoire. Voilà, mais j'aimerais savoir à quel niveau notre magistrate gabonaise là. Hello, faut dire que je l'aime. Hein. Voilà. Voilà, donc moi, je vais raconter une nouvelle histoire. L'histoire va s'intituler Les 3 braqueurs qui ont été tués par les actes qu'ils ont causés. Ok. C'est une histoire qui se passe quelque part dans le Gabon. Cette fois, je ne vais pas préciser la zone parce que cette histoire a vraiment causé donc de salive ici. Donc, c'est une histoire de braquage des adolescents. On peut leur donner l'âge de 17 ans, 18 ans. Et c'était trois adolescents que je vais nommer Patrick, Étienne et Gérard. Patrick, Étienne et Gérard. Donc, Patrick, Étienne et Gérard ont décidé d'aller braquer Ali, le boutiquier du quartier, que je vais nommer Ali. Donc, c'est comme un soir, comme tout autre, nous tous là, on est passé. Ça s'est passé dans mon quartier. Un soir, comme tout autre, où chacun va à ses occupations et en soirée, on rentre, ainsi de suite. Nous sommes environ à 23, 24 heures. Voilà comment les 3 tourtereaux décident de maintenant aller mettre en exécution le plan qu'ils avaient élaboré. Donc, voilà comment les 3 individus, armés de machettes et tout objet, d'armes blanches, voilà, moi je ne sais pas trop quel genre d'armes, mais je me souviens qu'il y avait parmi les 3 tourtereaux, il y avait un qui avait une machette. Voilà comment ils décident. Parce qu'à 24 heures, certains boutiquiers ont déjà fermé, y compris Ali qui a fermé ce jour-là. Je ne sais pas si c'était Dieu qui l'avait demandé de fermer tôt. Dieu seul sait. Et voilà, les 3 individus décident déjà d'élaborer le plan. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 3 qui devaient entrer dans la boutique, à savoir Étienne, Gérard et Patrick, ils ont placé ce qu'on appelle les éclaireurs. C'est-à-dire que quelque part à proximité de la boutique, il y avait un éclaireur. Maintenant, devant la boutique, ils ont placé aussi un éclaireur. C'est-à-dire les gars avec qui ils ont accompagné pour aller faire la chose. Et c'est comme ça que parmi les 3 individus, il y a un qui vient qui cogne chez le boutiquier. Ali était déjà en train de faire ses comptes, ainsi de suite, que non, voilà, la journée, faire ses inventaires, compter un peu, calculer les recettes et tout. Voilà comment les gars cognent. Coucou. Ali pose la question là-bas, qui c'est qui? Ils disent, les trois tutoriaux disent que c'est le diable qui cogne, c'est Satan qui cogne. Donc bon, pour lui, c'est déjà que c'était des bons petits du quartier, ainsi de suite, peut-être que non, là, il y a une urgence, il veut peut-être acheter. Vous savez que quand un boutiquier a fermé, le plus souvent, quand les gens viennent cogner en retard, là, c'est peut-être des personnes qui sont arrivées tard, ils viennent, ils cognent, ils cherchent peut-être à prendre le dernier pain qui reste, ou bien le moustico, comme on connaît un peu le moustique la nuit. Voilà, Alice, même pas réfléchir, comme il a entendu la voix des petits, bon, pour lui dire que comme ils sont des enfants, je vais ouvrir. Quand il ouvre, les 3 montent sur lui. Il cascade. Comme ça qu'il referme la porte derrière eux. Et c'est comme ça
voilà, ils ont commencé à le séquestrer. Voilà, c'est le terme approprié. Ils l'ont séquestré. Il y a un qui a pris la machette sur son cou et l'autre là-bas avait les tournevis ou c'est quoi. C'est comme ça qu'il tire directement la caisse. Je crois que c'était parmi les 3 tutos, je crois que c'était Patrick. C'était Patrick qui avait la machette. Donc il tire la caisse de Ali. Il commence à prendre. Et puis la recette là, c'était une recette. En fait, Ali n'avait pas retiré. Non, dans la caisse, Ali avait une petite boîte où il mettait les 10 000, 10 000, 10 000, vous avez vu les gros chiffres là, qu'il mettait dans la boîte parce que Ali travaillait pour quelqu'un. Donc la boutique n'appartenait pas à lui. Lui, il était juste là pour un temps. Donc il s'avère que le propriétaire devait venir faire les inventaires. Donc ça veut dire que si par exemple, nous sommes le 25, le podcast s'est passé le 25, donc le 26, 27, c'est là où il y avait les inventaires. Donc le podcast se passe le 25 et en tout cas la veille des inventaires où le patron devait arriver. Donc vous comprenez que la caisse était pleine, puisque non seulement la recette du jour, et y compris des pannes qu'il mettait des recettes des mois précédents. Donc, Patrick prend la caisse, les autres là-bas sont en train de le manganer sur un côté là-bas, machin. Mais lui, il était obligé de laisser les petits parce que la manière dont ils sont rentrés avec les armes, c'était pas qu'ils étaient main à main, mais ils étaient armés. Donc c'est comme ça que... Donc l'affaire en train de se passer dans la boutique, là, nous on est dehors ici. Donc nous on était déjà chez nous. Voilà comment un des voisins les plus proches de moi là, c'est comme ça qu'il passe. Il aperçoit, en fait, lui il passait, il revenait de ces choses. Il voit un éclaireur, bon, il a vu un petit devant la boutique. Et il voit la boutique est fermée. Il dit, bon, lui il n'a pas la boîte ticket. Il dit, mais la boutique est fermée, le petit a fait quoi là debout? Bon, lui il a continué sa route. Mais en passant, il entend des petits mouvements, genre des bruits qui alertent en fait. Même si tu ne penses à rien, mais à un moment donné, quand tu passes à côté des choses comme ça, là, forcément ton sixième sens va quand même réagir. Donc il entend les bruits bizarres un peu là, machin. C'est comme ça que le frangin revient, il cogne. Coucou, le voisin cogne. Il pose la question, Ali. Après le silence, subitement, il y a le silence. Après, bon, tout de suite, il a compris qu'il y a un problème. Après, le voisin, il se met debout. Il regarde le petit qui était devant. Le petit voit comment le petit est en train de trembler. Le petit qui était devant la porte en train de trembler. Donc, le frangin a tout compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'il décale pour nous alerter de telle sorte que nous, tous là, on sort pour venir voir ce qui se passe. Donc, c'est comme ça qu'il crie, les gars, sortez, voleurs, sortez. Donc, quand nous, on sort là, mon parent, chacun, on vient là en courant là. C'est comme ça que pendant qu'il est venu nous appeler là, les petits qui étaient devant la boutique fuient. C'est comme ça que ceux qui étaient à l'intérieur de la boutique ouvrent, mon frère. Ils ouvrent la boutique, ils sortent là en courant. Oh, merde. On entend seulement comment le Ali là-bas qui dit voilà. Ils avaient à tout pris l'argent. Ils ont pris l'argent, ils ont pris les recettes, qui devaient faire les inventaires et tout. Ils ont pris ça. Voilà comment. Moi, je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Moi, c'est vrai que je suis un Gabonais, mais moi, j'ai grandi aux côtés des commerçants. Dieu m'a fait grâce de grandir aux côtés des commerçants. C'est-à-dire que je suis Gabonais, mais j'ai beaucoup appris avec les commerçants qui ne sont pas Gabonais. Moi, je n'aime pas trop employer le terme étranger parce qu'aujourd'hui, les gens emploient ce terme d'étranger comme étant un peu un terme péjoratif. Entre étant sur la terre, là, nous sommes tous étrangers. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de voir les autres là, machin. Nous sommes étrangers. On ne sait pas où demain tu seras. Ce qui est sûr, si tu quittes ton pays, tu pars ailleurs, tu seras aussi un étranger. Donc, de toute façon, nous sommes des pèlerins sur la terre. Je ferme la parenthèse. Donc, et c'est la boutique de mon grand. Ali en question, c'est un grand frère pour moi. Parce que celui qui l'a placé là, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir dans le quartier. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé. Et puis, dans toutes ces transactions, il m'a toujours mis. Donc, c'est comme ça qu'on commence à poursuivre les petits là. On court, on poursuit. Donc, je disais, il y avait Patrick, Étienne et Gérard qui ont braqué Ali. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tous couru. Dans la même zone, ils ont couru là-bas. À beau chercher les petits, chercher. Tout le quartier, on s'est levé là. Vers les 24h, 1h, on était en train de chercher. Donc, c'est comme ça que le propriétaire de la boutique là, comme c'est un de mes grands, il m'appelle. Il me dit, allô, il dit, quelque chose s'est passé ici. On vient de séquestrer Ali là. Non seulement l'a séquestré, on l'a aussi braqué. Et c'est chaud là. Donc, je suis rentré avec Ali dans la boutique, à l'intérieur de la boutique.
Parce que comme je disais tout à l'heure là, que je suis vrai, je suis gabonais, mais moi, je n'ai pas grandi avec les Gabonais comme moi. J'ai grandi avec un peu mes frères, les grands, les Burkinabés, voilà, un peu les commerçants là. Donc, eux, ils m'ont pris sur leurs ailes pour, voilà. Et puis, j'ai beaucoup appris d'eux. Donc, ma vie n'a pas trop dérouté parce que j'étais au contact de ces personnes-là qui me conseillaient toujours. Et voilà, donc, du coup, c'est que quand tu me regardes, tu vois que je suis Gabonais. Bon, tu peux même pas savoir que je suis Gabonais, mais quand ma mentalité, c'est plus la mentalité d'un commerçant. Ah, donc voilà, il m'appelle, il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, ah, on a marqué Ali ici, ça ne va pas, il est inconsolable. Toute la recette qui était dans la caisse, la recette du jour et la recette des jours précédents là-bas, ils ont tous soulevé. Donc, ça faisait au maximum un bâton et quelques. Donc, on est les 1 bâton 200 avec la recette du jour, machin. Oh, on te dit pour consoler Ali là. Eh, les frères. Je n'avais jamais vu. C'est vrai que nous tous on pleure, hein, mais le jour-là, je ne savais pas. J'ai même cru qu'Ali devait se suicider. Il s'en voulait à mort, le frère. Il s'en voulait à mort. Il dit que je calme le frangin. J'ai dit non, frangin, calme-toi. En fait, quand il pleut, tu vois seulement la personne qui. Genre, tu sens que, oh, quand tu vois un adulte pleurer comme ça, là, c'est que là, il a été touché dans son âme intérieure, quoi. C'est comme ça que j'ai calmé le frère. Il dit, calme-toi. Au moins, tu es sans vie. On pouvait te tuer là. L'argent là devait rester. Parce que quand le patron, le propriétaire de la boutique m'a appelé, il m'a posé la question que, est-ce qu'il va. La première question qu'il m'a posée, c'est qu'il voulait d'abord savoir si son frangin est sain et sauf. Il n'a même pas d'abord cherché à regarder l'argent. Oh, j'ai dit, j'ai vraiment remercié Dieu ce jour-là, quoi. Parce que généralement, si la personne aime, comment dirais-je, sa boutique, plus que celui qui gère, tu devais entendre tout de suite qu'ils ont pris combien, Non, mais le grand dit simplement que est-ce qu'on l'a touché ou on l'a fait du mal ou machin. J'ai dit non, ça va. Oh, qui m'a dit que gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Ah, mon frère, j'ai dit oui, le grand là, c'est vraiment un grand homme. Voilà comment Ali là, il a fait sortir tout le reste. Je suis resté avec lui là un temps, j'ai dit frangin, calme-toi. Demain, on va le rattraper. Le quartier là, c'est un quartier qui est petit. On va les rattraper demain. On attend seulement le grand, il va venir et puis on va filmer les endroits. Ne touchez rien, vous filmez, on va les porter plainte, ainsi de suite. On te dit que pour calmer Ali là, j'entends seulement, il ne répondait même plus. Oh, ne sens que non là. Je rappelle le grand, parce qu'il m'a fait sortir après, quoi, il me dit, frangin, sors. Ah, il m'a dit, c'est pas mieux que je dorme avec toi ici. Oh, il dit, sors. Ok, je suis sorti, il dit, ok, doucement, en tout cas, demain, on va régler l'affaire là, clairement. La famille. Moi, je sors, j'appelle le grand, il dit que, le grand, faut pas qu'il reste à se suicider là-bas, parce que là, moi, j'ai trop peur. Il dit, non, il ne va pas faire ça, je vais le calmer. Il dit, ok, il faut calmer ton pays. J'ai raccroché le téléphone. Mes parents, donc, le lendemain arrive, le propriétaire de la boutique vient, il arrive, c'est comme ça qu'il trouve Ali. On est rentré, je suis venu, on est rentré dans la boutique, on a filmé, on a essayé un peu de voilà. Après, le grand est parti appeler les agents de la PJ, faire le constat, ainsi de suite. Au Gabon, ici, là, il y a des corps habillés, comme on dit communément, pour désigner la police, qui sont spécialisés dans les enquêtes, les histoires comme ça, là. On les a fait appel. C'est comme ça qu'ils ont filmé, ainsi de suite. Ils ont commencé à faire les enquêtes, ainsi de suite. On a essayé un peu de bomber certains frangins du quartier parce que Ali a reconnu certains petits qui venaient souvent acheter les choses dans le quartier. Donc, les propres petits du quartier sont venus encore voler même celui qui reste avec nous dans le quartier. Alors, voilà la suite de l'histoire. Donc, comme ils avaient volé une grande somme, ils se sont partagés ça. Donc, en se partageant ça, il y avait Patrick, Gérard et Étienne, comme je vous ai dit. Maintenant, Patrick n'était pas du quartier. Donc, dans la bande des trois, il n'y avait que 2 qui étaient du quartier et Patrick était d'un autre quartier. Mais sauf qu'il était du quartier, mais il n'était pas constamment là. Lui, il venait de temps en temps voir ses parents. Donc, c'est comme ça qu'il a monté le coup avec les petits du quartier pour venir marquer leur propre boutique. Donc, c'est comme ça que Patrick, ils ont partagé leur argent, machin, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les recherches, ainsi de suite, voilà. Allez. Donc, les 2 petits, Patrick restait à Libreville. Donc, Étienne et Gérard, les parents ont su ce qu'ils ont fait. Ils les ont envoyés au nord. D'autres, ils les ont envoyés au nord du Gabon, précisément vers la zone d'Oyem, là-bas, machin. Donc, ils sont partis là-bas. Et le problème est resté à déclencher ici. Donc, pendant les investigations, ainsi de suite, on a les enquêtes menées par les petits du quartier nous mènent vers Patrick. Donc, les parents de Patrick sont dans le quartier, donc c'est comme ça qu'on part vers lui. Et
on constate que là-bas, c'est vraiment le faro. Vous savez, hein, l'argent mal acquis, hein, laisse toujours des traces. Vous savez, quand tu travailles ton argent, la parole de Dieu dit que l'homme mangera à la fouilleur de son fonds. Ce n'est pas par hasard. L'argent que tu as dépensé, l'argent que tu travailles à de ton fonds, tu ne peux pas dépenser ça comme si c'était de l'eau. Ce n'est pas possible. L'argent travaille à la sueur du fond. Que ceux qui travaillent savent de quoi je parle. Tu ne peux pas te permettre dedans. Maintenant, l'argent mal acquis, vous allez constater que tu vas faire ce qu'on appelle les pharos, ou à l'époque, les Ivoiriens appelaient souvent les pharos. Tu vas commencer à jeter l'argent partout. Ça là, ça c'est pas l'argent travaillé à la sueur de ton fond. C'est généralement l'argent sale. Je sais de quoi je parle. C'est généralement l'argent sale. L'argent gagné avec honnêteté, avec sueur, souffrance. Tu ne peux pas te permettre de la dépenser comme ça. Voilà, c'est une parenthèse que j'ai faite. Et voilà, ils sont partis. On a trouvé donc le petit a partagé l'argent à ses oncles, machin, tout. On ne sait pas combien il avait pris, c'était partagé. Allez, c'est comme ça qu'on attrape le petit. Et dès qu'on attrape le petit, on l'amène dans la boutique. C'est comme ça que Ali reconnaît le petit. Là, il dit c'est toi. Et puis, le petit avait oublié ses babouches même. Il avait même oublié ses babouches parce qu'il était sorti en 4 mini, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait porter ces babouches-là. Ça l'arrivée. Oh, excusez-moi pour eux, mais c'est vraiment étrange. Vous savez, quand tu es coupable, il y a les indices. Même quand tu vas décider de tuer quelqu'un, Dieu permettra toujours qu'il y ait des indices pour te retrouver. C'est pas anodin. Parfois, il n'y a pas de crime parfait. C'est impossible. Ah, donc c'est comme ça qu'on a mis les babouches là. Comme ça, tu connais là que tu viens de poser là. Est-ce que tu connais là que tu as posé? Là, c'est comme ça qu'on l'a pris. Il a dit, oh, les autres sont partis. Vous m'avez... Donc, les gens qui l'ont amené lui ont amadoué en disant que non, on va venir régler la miable. Mais viens rendre le reste d'argent ce qui te reste. Il est venu ici, c'est avec qui c'est 200 000 euros. Oui, c'est combien euros? Sur les 1 bâton qu'ils ont volé, 1 bâton et quelques qu'ils ont volé. Donc, c'est ça qui c'était là maintenant là. Donc, on a appelé la police. La PJ est venue. Maintenant, la PJ pour reconstituer la scène, ils l'ont fait marcher. C'est comme ça que ça se passe souvent. On te fait marcher, en fait, tu montres comment ça s'est passé en fait. Tu dois montrer les indices par où tu es passé, comment tu as fait. Donc il a marché, il a montré comment ça s'est passé. Maintenant on dit que les autres sont wow, ils ont voyagé. Donc les parents les ont pris, ils ont voyagé, ainsi de suite. Maintenant, le petit est parti à la justice là-bas. C'est comme ça qu'on attendait son verdict. On n'avait pas encore jugé. Maintenant, la police a dit non, bon, vu que nous on a attrapé celui-là, il va falloir aussi qu'on interroge maintenant les parents des enfants qui ont voyagé. Donc, l'affaire là est restée un peu en suspens là. Nous on a continué à vaquer à nos occupations parce qu'on savait qu'au moins, on a déjà attrapé un individu, à savoir Patrick. Donc, il n'y a que Gérard et Étienne qui ont fui. Donc, à quelques temps après, on écoute, je revenais des cours. Je vois les petits du quartier sont en train de regarder une vidéo, là, en train de pleurer, en train de crier, oh, machin, oh. J'écoute là-bas que, oh, Gérard. Donc, parmi les 3 petits, comme j'ai dit, il y avait Patrick, Gérard et Étienne. Gérard, là-bas, est mort là où il est parti, là où il a fui pour aller au Grand Nord, là-bas. Comment ça? Oh, il a une grande benne, une grande voiture. Une voiture d'un camion de bananes qui l'a amoché. C'est-à-dire que la voiture l'a percuté et puis la tête s'est coupée. On dit que même la vidéo, je n'ai même pas pu voir. Oh, comment ça? Oh oui. La voiture, on dit la voiture l'a cogné là où il était au nord, là-bas. Je ne sais pas s'il sortait de où, il faisait quoi. La voiture l'a cogné et puis la tête là a quitté le corps. Donc c'est comme ça que le petit Gérard est mort. Oh, Gérard est mort. Quelques temps après, on écoute encore, oh, Étienne aussi. Ça ne va pas. Le ventre ne fait que grossir. Les pieds ne font que grossir. Ça ne va pas. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les 3 petits qui ont volé là, non? Oui. Oh. Donc, c'est là où je me suis... En fait, quelques temps après, quand je suis retourné là, puisque la boutique c'est au quartier, mon grand là, quand j'arrive un bon matin, je croise Ali n'est plus le gérant de la boutique. On a mis quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que je pose la question à mon grand, mais le petit, il est où? Il me dit non, le petit, il ne va plus gérer ici. Là. Il est parti, ainsi de suite, machin. Oh, ok. Mais c'est après, je réalise que, donc pendant que le frangin est en train de pleurer la nuit, là, le jour qu'il pleurait la nuit, machin, qu'il agonisait là, machin, qu'il était vraiment, il s'en voulait à mort, là. Donc c'était
En réalité, il était en train d'appeler, il avait appelé ces gens au pays pour dire que voilà, on a failli me tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il a fait un règlement de compte spirituel. Donc, c'est ce qui fait que on a attrapé et le petit Patrick qui était ici au quartier, qui s'est livré, parce qu'il est livré seul, et le petit Gérard que la voiture a cogné là-bas, et puis le petit Étienne qui est actuellement en train d'agoniser. C'est là que je me suis rendu compte que voilà pourquoi le frangin nous avait demandé de sortir. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé, mais nous on soupçonne ça, il avait fait un règlement de compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est comme ça que les 3 petits là ont raté leur vie. Et dans la dernière nouvelle, on nous a appris que Patrick a pris 15 ans d'emprisonnement parce qu'il est rentré en prison, il a 18 ans. Donc, il a pris 15 ans parce qu'il y a coups et blessures, séquestration et arme blanche utilisée d'après la loi. Et Gérard, qui s'est fait amocher par la voiture, qui est mort sur le champ. Il y a Étienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais on m'a dit que il a confessé ces choses là-bas, il a confessé, il a demandé pardon, quoi, là où on l'a mené chez les traditions, quoi, là-bas. Mais malheureusement, c'était un petit qui avait un bon avenir, Étienne. Il était quelque part ici, là, il devait faire il passait si c'est en première comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'il a piqué, la mauvaise compagnie. On fait en sorte qu'il se retrouve dans la bande là, et puis voilà. Il a failli mourir. Je ne sais pas si beaucoup disent que sa santé s'est améliorée, mais voilà un peu l'acte dont ils ont posé et les conséquences qui ont en découlé. Donc, c'est un peu ça l'histoire que je tenais à vous raconter. Comme toujours, je vais laisser une citation. La citation du jour, c'est en rapport avec nos parents ou nos jeunes qui se permettent de se pavaner et coucher avec beaucoup les femmes. Entre la blanche, la métisse, la jaune ou tu ne sais pas quelle couleur, et celle qui est noire. Si Dieu t'a donné un partenaire, qu'elle soit ainsi de suite, qu'est-ce qui te pousse à aller toujours de corps en corps, de corps en corps? Est-ce que l'acte sexuel que tu fais avec celle qui est noire ou celle qui est machin, il y a une qui a plus de plaisir que l'autre, ou bien c'est la même chose? En tout cas, c'est une anecdote que chacun tire la moralité de l'histoire et de cette citation. C'est l'ange du Gabon. Voilà, encore big up à vous. Merci de liker, de partager. Bye, c'était l'archange du Gabon. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG TV. Avant de conter mon histoire, je vous exhorte à liker, à partager et à commenter parce que ça aide aussi la page à évoluer. Donc, merci. Mon histoire, c'est une histoire à moi. C'est l'histoire de ma famille. Voilà. En ce moment, j'étais à Adzopé, une petite ville de la Côte d'Ivoire. Voilà, non loin d'Abidjan. Et je vivais là-bas avec mon père, ma mère et puis mes frères et sœurs. Et puis mes grandes-mères. Mes grandes-mères parce que mon grand-père avait 4 femmes. Voilà, 3 sont décédées, il ne restait qu'une, la 4e femme. Donc, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a une ville où, comment on dit, on trouve les produits comme l'huile de palme un peu plus moins cher. Ici, on appelle huile rouge. L'huile rouge, le soumara, un peu moins cher. Donc, il y a ma grand-mère qui devait voyager pour aller là-bas. La ville s'appelle Man. Voilà, c'est chez les Yakuba. Ma mère, les Yakuba. Voilà, donc on est un côté Yakuba. Donc, il y a ma grand-mère qui devait partir à Man. Comme ça, vu qu'à Man, l'huile rouge est moins chère, donc maman lui dit, bon, j'aimerais que tu m'envoies de l'huile rouge à ton retour avec du soumara. Voilà, bon, le soumara, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais bon, je ne connais pas autre nom, c'est le soumara que je connais. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, on appelle soumara. Donc, c'est ainsi qu'elle lui remet de l'argent pour lui apporter de l'huile rouge et puis du soumara lors de son retour. Et effectivement, ma grand-mère revient avec l'huile rouge qu'elle nous remet. Le lendemain, maman me dit, bon, comme l'huile rouge est arrivée, on va faire de l'aubergine grillée.
Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est moi, je devais préparer. Je prépare la sauce, mais ce jour-là, bizarrement, je n'ai pas vite fini à l'école. Donc, quand je suis arrivée, il se faisait un peu tard. Donc, j'ai essayé quand même de préparer la sauce avec l'huile rouge que ma grand-mère avait envoyée de moi. Et bon, Dieu merci, comment on dit, la sauce n'était pas cuite. Il était 19h et jusqu'à présent, ma sauce n'était pas prête à être mangée. Donc, maman dit, bon, comme c'est comme ça, on va prendre de la ticket ce soir. Garde la sauce pour demain. Et elle a vérifié, elle a vu que j'avais mis trop d'huile rouge. Donc, elle m'a dit, mais non, tu as mis trop d'huile rouge. Donc, prends une assiette, récupère l'huile rouge là-dessus. Récupère l'huile rouge là-dessus. Et on va garder ça. Si on veut faire une autre sauce, on va l'utiliser parce que tu as gaspillé l'huile. C'est ainsi que je ramasse l'huile rouge qui était sur la sauce, l'huile de palme, disons, qui était de surplus sur la sauce. Je ramasse, je mets ça dans une petite assiette et je fais rentrer aussi la sauce vu qu'il faisait nuit. Je dis le lendemain, je vais continuer la cuisson. Je ferme la sauce, je mets dans le placard et puis l'huile rouge aussi. Le reste de l'huile rouge que j'avais retiré de la sauce, je ferme tout, je mets dans le placard et on mange la ticket le soir. Le matin, je me lève, je dis bon, je vais prendre la sauce pour chauffer et puis ensuite, on va pouvoir manger à midi pour ne pas que ça se gâte. Je constate que au niveau du placard, il y a des bêtes, comment on appelle, les magnans. Vous voyez, quand vous partez au champ, il y a des magnans qui traversent la voie. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas comment appeler ça. Voilà, des magnans noirs qui piquent là. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une quantité qui est juste en bas du placard. Ils font le rang, ils sortent. Bon, je comprends. Il y a des matins, ces magnans-là font quoi ici? Il n'y a pas du sucre. Bon, même s'il y a du sucre, ce n'est pas ceux-là que ça attire. Donc, j'ouvre le placard et je me rends compte que les magnons sortent dans le pot l'assiette où j'ai mis l'huile rouge, où j'ai ramassé l'huile rouge la veille pour mettre. C'est de là que les magnons sortent. Donc, j'ouvre l'assiette et je me rends compte que toute l'huile rouge est transformée en magnon. Je te l'ai dit, mais j'étais tellement DMG. En Afrique ici, quand tu n'as pas vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. C'était ma première fois de voir ce genre de truc. Donc, j'étais tellement étonnée. Je crie, j'appelle maman. Maman arrive, elle regarde, elle ne comprend pas. Elle dit, mais où tu as mis l'huile rouge? Il n'y avait plus de traces de l'huile rouge dans l'assiette. Tout était devenu des fourmis, des magnans, des fourmis, disons, ou des magnans, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, elle ouvre la sauce même. J'ai fait la sauce, je me rappelle que j'ai fait la sauce d'une mamie de, comment on appelle, 2,5 kg, presque, disons 3 kilos. Donc, la sauce est en quantité. Elle ouvre la marmite. Elle se rend compte que toute la sauce où j'ai mis l'huile rouge, toute la sauce est transformée en magnon. Donc, elle me dit, bon, ok, ce qu'on va faire, prends la marmite, prends l'autre bol où tu avais mis l'huile rouge, envoie ça dehors. Donc, c'est ainsi que je prends la marmite et le reste de l'huile rouge, on envoie ça dehors. Arrivé dehors, elle prend du pétrole. D'abord, on a versé ça sur le sol et elle a pris du pétrole pour asperger tous les fourmis, les magnons, disons. Elle les a aspergés de pétrole et puis on a pris du sachet, les caoutchoucs, là, les sachets, et on a commencé à brûler pour verser, pour brûler tous les magnons là. C'était le matin vers 8h. On a brûlé tout, DMG. On a tout brûlé, vu qu'on a ajouté même du sachet. Donc, du coup, c'était quand le feu est fini, les sachets se sont endurcis avec les magnons dedans. Donc, eux tous, ils étaient morts. Bon, on se dit que tous, ils sont morts, c'est fini. Chacun rentre, on rentre à la maison, disons. Environ de 10h, je sors, je venais jeter quelque chose. Et puis, je me rends compte que là où on a brûlé, le milieu est dur, vu qu'il y a le sachet. Et à côté là,
les fourmis se sont réveillées là-bas encore. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est ceux qui sont brûlés qui se sont réveillés encore ou si c'est d'autres fourmis. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer, DMG. Je ne sais pas. Juste à côté, il dit, les fourmis se sont je ne sais pas si je vais dire réveillées, mais en tout cas, il y avait encore présence de fourmis vivants. Donc, je crie, j'appelle maman. Mais maman, regarde, on avait brûlé, la preuve est là, on a brûlé le milieu, les sachets se sont endurcis, tout est là. Mais pourquoi il y a encore des fourmis vivants? Elle dit non, peut-être qu'on n'a pas bien brûlé, peut-être que d'autres sont restés vivants. Donc, on voyait encore les pétroles, on va verser encore et brûler. On verse encore, cette fois-ci, elle se rassure jusqu'à mettre des bâtons dedans pour remuer. On brûle, on verse même jusqu'on dépasse même la limite même disons, les maniants. On dépasse la limite. On brûle. Mais DMG, je vous jure, je vous assure que le soir, vers 13h, on revient. C'est la même chose. Il y a les trucs qui sont encore réveillés. On brûle encore. Vers 16h, on arrive réveillé. Donc, arrivé un moment, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas les tuer, ils ne meurent pas. Donc, maman a eu tellement peur il y avait un monsieur qui n'était pas trop loin de chez nous, que la soeur de maman l'a conseillé d'aller voir le monsieur pour voir qu'est-ce que c'est. C'est là que maman se rend là-bas et le monsieur lui dit, mais l'huile rouge qu'on t'a rapportée du village, si tu l'avais consommée, tous ceux qui allaient consommer la sauce là, c'est comme ça les fourmis là, les maniants là seront vivants dans leur ventre. C'est-à-dire, ça allait nous donner une maladie, tout le temps les maux de ventre, on traite à l'hôpital, ils n'allaient pas voir les maladies mystiques là. Ils n'allaient pas voir. Et c'est comme ça, on n'allait pas pouvoir nous soigner jusqu'à ce que la mort nous emporte. DMG, ce jour-là, j'étais là, j'ai eu peur de manger. Et ma grand-mère là, elle a eu tellement honte, elle a commencé à se justifier elle seule. On ne lui a même pas demandé, elle a commencé à se justifier, mais non, elle n'a pas fait tant. Bon, elle a commencé à, je ne sais pas si je vais dire délirer, mais elle a commencé à se justifier seule, du genre, elle n'a rien fait à l'huile rouge, elle a payé l'huile rouge, mais on ne t'a rien demandé. Et toi-même déjà, Donc, vous voyez, là, cette vie-là, tout se passe. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. On n'a qu'à beaucoup prier parce que ce jour-là, je ne sais pas, c'est Dieu qui nous a protégés. Parce qu'on était partis ce soir-là, nous tous, moi et mes soeurs, mon père, nous tous, on allait manger cette sauce ce soir-là. Et bizarrement, Dieu, la sauce même la sauce était cuite, mais je ne sais pas pourquoi ma maman a dit non, laissons la sauce. Demain, on va bien faire. Et puis, bon, aujourd'hui, mangeons la tête. En fait, c'est Dieu qui nous a sauvés. Sinon, sincèrement, je ne serais pas là aujourd'hui à vous conter mon histoire. Vraiment, faisons attention et prions beaucoup. Prions beaucoup. Prions beaucoup, vraiment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège contre toute tentative du diable. Que Dieu nous aide vraiment. Depuis ce jour, moi, j'ai quitté la grande cour. C'était une grande cour familiale à Zopé. J'ai quitté la grande cour. Il y a mon papa qui est décédé, ça n'a pas duré. Donc tout ça, ça m'a tellement traumatisé que j'ai quitté la grande cour. Actuellement, je suis à Abidjan. Vraiment, que Dieu nous aide. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la famille. J'espère que vous allez tous bien. DMG TV, je vais raconter une petite histoire. Mais avant tout, je vous demanderai, famille, s'il vous plaît, de liker, partager et de commenter. DMG TV, merci pour votre initiative. Je loue votre initiative. Merci et ça nous fait des histoires, ça nous sert, ça nous donne, ça nous amène à vivre comme il faut, même si parfois on dérape. L'histoire que je vais vous raconter, DMG TV,
Moi, je vais dire la leçon à tirer, c'est, je l'intitule Toujours rendre grâce au Seigneur, même en cas de malheur. Elle est similaire à l'histoire de l'épisode 888, histoire 3 de l'épisode 888. C'est l'histoire de mon défunt ex-beau-frère, c'est-à-dire mon ex-mari, son défunt frère. À l'époque, il travaillait à Citico. Et leur maman, ma défunte belle-mère, ma défunte ex-belle-mère, c'est un peu compliqué, hein, excusez-moi, était à Edea. Et pour aller à Edea, comme il n'avait pas de véhicule, il fallait faire peut-être prendre un véhicule pour la CDC pour Douala, et puis Douala, Edea. Alors, il arrive, il attend le véhicule longtemps, en vain. Après, une voiture personnelle arrive, il stoppe la voiture, pardon. Le monsieur s'arrête, il donne sa destination. Le monsieur qui était seul dans son véhicule lui dit, je vais vous mettre où dans la voiture. La voiture était vide, il était seul, le chauffeur. Il dit même, mon beau-frère, comme il était blagueur, il dit même à la malle arrière. Le monsieur démarre, il s'en va. Quelque temps après, mon beau-frère continue à stopper les voitures. Il trouve un véhicule, une voiture personnelle, qui le prend, il l'amène. Il n'a pas fait 10 minutes dans la voiture. Il voit le véhicule qu'il avait stoppé, qui lui avait dit, je vais vous mettre où, qui avait fait un accident grave, et le monsieur mortel, et le monsieur dans le véhicule seul est décédé. Le monsieur est décédé. Alors, mon histoire, elle est courte. Le monsieur, mon beau-frère pouvait se fâcher, dire que mais comment le monsieur il a refusé de me prendre dans la voiture, pourtant il était seul. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Alors le monsieur, je ne sais pas. Bon, je trouve qu'elle est mystique parce que le monsieur était seul dans la voiture, il dit je vais vous mettre où? Il a compris, peut-être qu'il savait qu'il partait, ou alors il avait signé un pacte, ou c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que mon beau-frère, mon ex de fin beau-frère aille dans la voiture de peur qu'il ne décède. Comme ça que le monsieur est parti. Il est décédé, quoi. Donc, mon histoire, elle n'est pas longue, mais c'est une histoire qui m'a paru un peu bizarre. Je me suis dit, ça, elle peut nous servir de leçon, raison pour laquelle je me suis permise de la raconter. Merci DMGTV. Likons, partageons et commentons. Merci. Au revoir. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMGTV. Ciao.